Compte complet entretien est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. Originaire de Drummondville, le lanceur gaucher Jean-Guy Noël a connu une première saison impressionnante chez les professionnels en 1961 dans le Midwest américain. Une blessure, dès l'année suivante, a mis un terme à sa carrière dans le baseball affilié. Entretien avec Jean-Guy Noël. Jean-Guy Noël, vous êtes originaire de Drummondville. Vous êtes né en 1942. C'est bien ça. C'est bien ça. Ce sont, je vous le demande parce qu'il arrivait à cette époque-là qu'on retranche quelques années aux joueurs qu'on mettait sous contrat. Donc, tout était correct. J'aimerais que vous me parliez d'abord de votre contact avec le baseball. Et je fais référence à Drummondville. Drummondville, c'est là, dans les années 40, dans la Ligue provinciale, était il y avait une très, très grosse équipe là-bas. Le baseball était immensément populaire. Est-ce que c'est ça qui vous a amené vers le baseball quand vous étiez jeune? En principe, oui, ça c'est sûr. Mais principalement, moi, je demeurais à Drummondville-Sud. Aujourd'hui, c'est Saint-Simon. Et on demeurait sur la rue Goupil qui était juste en face du terrain de balle. Ça l'aide un peu à m'intéresser au baseball. Mon père travaillait à l'Académie de l'Analyse et c'était le gars qui était le mieux reconnu comme arbitre du baseball, du softball. Il était connu partout. Ça prenait de la bière dans ce temps-là. Mon père, c'était un bon fêteur. Il aimait le sport. Alors, lui, il m'avait initié au départ en me disant, quand j'étais en 42, dans les années 40, le baseball était populaire beaucoup. Alors, il m'avait dit, ben là, sais-tu que, Sal Madley, là, quand je suis jeune, je ne connais pas, je l'ai appris, Sal Madley a lancé à Drummondville, Max Lanier a lancé à Drummondville, Pelot Power a joué ici, puis là, Stan Drehar, puis il me donne les joueurs, puis ça m'impressionne. Il m'amène au terrain de balle. J'ai vu ces gars-là jouer. J'étais impressionné. Mais c'est pas un intérêt, le baseball. Je suis plutôt intellectuel. Moi, j'étais première classe, puis tout ça. Alors, mais là, quand même, le baseball, la série mondiale, c'est juste si on ne manquait pas l'école pour aller voir les games dans l'après-midi. Mm-hmm. Donc, c'est le sport. Votre père était dans le sport. Est-ce que vous avez des frères et des sœurs? J'ai un frère, mais lui, non, il n'a jamais fait de sport. Ou de cousin-cousine qui est impliqué dans le sport. C'est votre père principalement qui vous a donc initié dans cet univers-là. Est-ce que le hockey était présent aussi? Oui, définitivement. Je jouais au hockey. J'ai joué pour l'Université d'Ottawa quand je suis revenu. Parce qu'à un moment donné, j'avais pas perdu ces habilités-là. Alors, j'ai joué pour l'équipe étoile de l'université. Les GGs, est-ce que c'est... Les GGs, c'est ça. Vous avez joué pour les GGs d'Ottawa, donc à votre retour. Bon, vous avez un bon gabarit. J'ai vu des photos de vous quand vous étiez jeune. Vous êtes encore solide. Maintenant, vous avez commencé comment à jouer de façon compétitive? Comment ça se déroulait à Drummondville? Est-ce qu'il y avait des ligues à l'intérieur de la ville? Est-ce que c'était bien organisé à ce moment-là? Il y avait des ligues qu'on appelle aujourd'hui juniors. Alors, c'était pas la ligue provinciale, mais c'était chaque paroisse avait son équipe. Moi, je jouais pour Saint-Simon. Mais à l'époque, moi, j'étais pourri comme frappeur. Le bout n'est pas trop fort. Alors, j'étais où? À la grandeur que j'ai gaucher, j'étais premier but. Alors, pourquoi Drummondville ne m'a pas choisi éventuellement pour aller jouer pour l'équipe provinciale? J'attribue ça un peu à ça. Je valais rien. J'étais bon fielder, mais je valais rien comme frappeur. Sauf qu'à un moment donné,
là, Actonville décide qu'il veut rentrer dans la ligue. Alors, le coach, M. Meunier, vient à Drummondville parce que, bon, on l'a dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de joueurs, puis il s'en vient chercher des joueurs qui ne jouent pas pour Drummondville, mais qui sont bons. Les trois frères Boivin, puis, et d'autres qui sont mes amis il y en avait de Saint-Simon. Mm-hmm. Et ça, on parle d'une ligue junior, là. Là, on parle, ben, ça s'appelait pas junior dans ce temps-là, c'était des ligues de paroisse. Bon. Un peu comme ça a commencé de même à Montréal aussi. Mm-hmm. Alors, finalement, moi, j'ai commencé mon cours classique. J'étais à l'externat classique et, évidemment, je suis pas dans le réseau de la gang de gars du baseball, tout ça. J'étais un petit peu en retrait. Parce que ceux qui faisaient le classique, c'était ceux qui étaient les petits bolés, comme on dit. Puis on était considérés à part, en tout cas. Alors, finalement, pour faire une histoire courte, c'est que M. Meunier vient essayer, il a probablement parlé au Boivin, ils ont dit, il y a Noël que tu peux y aller voir, puis tout ça. On a appris qu'il se lançait de temps en temps, puis apparemment il est bon à Saint-Simon. Mais il joue premier but, il est pas bon comme rapport. Fait que finalement, M. Meunier est arrêté, c'était la fin de la saison, on était en examen, puis les séries mondiales avaient commencé. Moi, je me pratique près de la route, sur le terrain, sur l'école. Puis là, je lance. Là, puis j'aime ça. J'aime lancer. Alors, il arrête l'auto, au moment donné, puis là, il ressort de l'auto, il vient me voir, il dit « Je peux-tu aller te rencontrer avec tes parents? » Il dit « Pourquoi? » Ben, il dit « On pourrait parler baseball. » Ben, correct. Je lui dis « Quand est-ce que vous venez? » Il vient chez nous, puis il dit à mon père, il dit « Ton gars, là, je l'ai vu lancer, puis je veux l'avoir pour l'Actonville. » C'est lui le premier qui s'est aperçu que vous aviez un bon bras. Ouais. Parce que je ne lançais pas nulle part. J'étais en train de pratiquer, m'amuser, moi, là. Mm-hmm. Alors, finalement, il est revenu de nouveau, il dit, j'aimerais ça voir ton gars jouer au baseball, puis tout ça, puis il y a 15 ans, il n'est pas bien vieux. Il dit, les Boivins sont là. Moi, les Boivins, je les connaissais pas, je les connaissais par la radio, par la télévision, ils jouaient pour l'équipe de hockey Étoile de Drummondville. Ah bon? Pour moi, je les écoutais, je les trouvais extrêmement bons parce qu'on y en parlait. Alors, ce sont devenus mes protecteurs, finalement, avec le temps. Alors, il dit à mon père, il dit, on va vous payer votre gaz, puis tout ça, on va vous donner, je pense que c'est 25 ou 50 piastres pour que je puisse être capable de partir de Drummondville et aller jouer à Actonville. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. C'est la distance, là? Est-ce que vous voyagez ça à Drummondville, Actonville, chaque match? Oui, mais on jouait pratiquement juste les fins de semaine à cette époque-là. Alors, c'était pas mon père, il n'y a pas de problème là. Il était tout content d'entendre qu'il était payé son gaz, puis que je puisse jouer. Puis quelqu'un a réalisé, il l'avait même pas réalisé lui-même que moi, je pouvais être un bon lanceur. Donc, cette personne-là qui vous a amené à Actonville, c'est lui qui est responsable du fait que vous avez commencé à lancer? Oui, c'était le premier qui... Et rappelez-moi son nom. C'est Gaby Meunier. Je l'ai connu juste comme coach après ça. Puis j'ai été bien traité, j'étais jeune, j'ai été bien traité à Actonville. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais mon classique, moi je suis turbulent au bout. Hein. Alors, ma mère décide de m'envoyer au séminaire Nicolette. Ça, c'est dans le coin de Trois-Rivières, en Mauricie. C'est ça. Alors là, pour faire ma syntaxe, commencer une syntaxe, tout ça. Alors moi, j'ai commencé à lancer pour l'équipe d'Actonville. Mais là, l'année suivante, où j'ai eu ma saison de 10 victoires et tout ça,
Je suis au séminaire Nicolette. Là, mon père, ma mère, le propriétaire de l'équipe qui a l'usine, en fait, c'est lui qui a l'usine des caoutchoucs à Actonville, c'est une grosse compagnie. J'ai oublié de rencontrer le directeur du séminaire, l'abbé Dubois, puis il dit, ben non, il faut qu'il sorte, parce que là, la saison, on l'a gagné la saison, on est en finale, puis on a besoin de janvier. Alors, ça n'a jamais arrivé au séminaire qu'un gars sorte quand il était pensionnaire. Il a accepté. Vous avez eu une permission spéciale. On a eu une permission. J'ai eu une permission spéciale. Alors, il fallait que je sois à grand-messe, puis après ça, je courais au réfectoire pour manger, puis lui, il arrivait avec sa Cadillac, il m'embarquait, puis là, on s'en allait à Actonville, ça roulait. On s'en allait dans des 90-100 000 à l'heure, 150, 160. Est-ce que l'autoroute était déjà entre Québec et Montréal? Est-ce que c'était Non, il n'y avait pas d'autoroute encore, là? Oui, il y avait des... moi, j'arrivais là-bas, la partie commençait à peu près juste le temps de me réchauffer. J'avais mal au cœur, parce que là, on était allé vite, puis là, je me réchauffais, finalement, je me replaçais, puis là, je dansais. Puis, il aurait fallu qu'il voulait m'avoir retour vers 5h30, 6h. Ben là, à un moment donné, on jouait le soir. Il me faisait jouer l'après-midi. Puis là, à un moment donné, la fois que j'ai lancé les 2 games dans la même journée contre Granby, ils ont appelé le séminaire, ils ont dit, il ne rentrera pas à 5h, il va rentrer tard. Vous lui ouvrirez le dortoir pour qu'il puisse être capable d'aller se coucher. Parce que j'avais lancé à ce moment-là, je pense que c'est 13 ou peut-être 14, 15 années, parce que c'est moi qui avais demandé d'embarquer. Je me sentais fort. Puis j'ai dit, je vais finir la game, parce que mon collègue n'avait pas vu... Oui. Avez-vous gagné le championnat au moins? On a gagné. Vous avez gagné le championnat? C'est bien sûr, c'est bien sûr. Ah oui, on avait une bonne équipe. Il y avait un esprit d'équipe dans Actonville extraordinaire. Les jetés, puis toute Non, il y avait un esprit assez intéressant. Dites-moi, vous vous êtes fait remarquer, j'imagine, à Actonville. C'est là que, j'imagine, les premières approches se sont faites pour... Pas encore. Non. Pas encore. C'est drôle. C'est un monsieur Gravel monsieur Gravel de Granby qui, lui, m'avait vu gagner mes 2 games contre l'équipe de Granby. Alors, lui, il connaissait Roméo Billon, qui était l'éclaireur des Dodgers à Montréal. Il l'a appelé et il dit, pourquoi on ne fait pas une école de baseball avec les Dodgers? Il a lancé ça de même. Puis non, c'est une bonne idée. Probablement qu'il a dit ça parce que ça a eu lieu. Mes parents étaient partis en Gaspésie. Les Boivins ont dit, on s'en va à l'école de baseball, t'en viens-tu? J'ai embarqué dans l'automobile avec eux autres. Puis on est allé là. C'est où que ça avait lieu? Ça avait lieu au stade de baseball de Granby. Puis il devait y avoir à peu près 250-300 jeunes qui venaient de l'Ontario, ça venait de partout, là. Ça parlait anglais, français, puis bon. Il y avait mes collègues aussi qui voulaient se faire voir aussi par... en fait, il y avait deux éclaireurs des Dodgers, les vrais Dodgers, Rudy Roofer, qui était un lanceur, puis Hank Majewski, qui était un deuxième but. Eux étaient... Un s'occupait des lanceurs, puis Rudy Roofer. À un moment donné, je suis sur le bord, avec tout le monde, je joue avec tout le monde. Il me fait signe, il est temps, en bas au monticule. Fait que là, c'est correct. Je commence à lancer, tout ça, puis il y a des gars qui sont au bâton, puis tout ça. Puis j'avais été averti par mes collègues, si moi je passe derrière, puis tes lanceurs, laisse-moi frapper, hein. Jeter, m'en a toujours volé, là, des 3 jetés, là, il m'en a toujours voulu. Parce que là, quand il est arrivé,
Clara, il disait, ben là, donne ton meilleur. Es-tu capable encore un petit peu plus, envoyer un petit peu plus rapide? Donne ta meilleure balle, ta meilleure passe-ball. Là, à un moment donné, je mettais de la vélocité là-dessus. Il n'était pas vraiment intéressé à ma courbe. Et il voulait savoir, bon, quelle sorte de balle que je lançais. C'était-tu 90 plus ou c'était en bas de ça? Mais moi, c'était 90-95. J'étais là, moi, là, à ce moment-là. OK. Parce qu'on dit souvent qu'on peut apprendre à quelqu'un à lancer une balle à effet, mais la vélocité, ça ne s'enseigne pas. C'est ça qu'on dit. Faut qu'elle soit, faut que ta balle bouge. Puis ta fastball en particulier. Ouais. Alors, ça, je l'avais, ça. Il n'y avait pas de problème avec ça. Puis je m'amusais, donc, j'étais pas nerveux. Non. Vous êtes présenté là, dans le fond, comme si vous n'aviez pas d'attente du tout. Ah, pas en tout. Ah, mais pas en tout. J'étais un navo dans ce qu'il y a de plus navo, là. Innocent même, je dirais. Peut-être intelligent en classe, mais innocent là-dedans. J'allais, mes statistiques, je savais même pas mes statistiques, je ne tenais pas compte de ça. J'arrivais au monticule, je m'amusais. Donc, le niveau, autrement dit, le monde du sport compétitif, ça vous était inconnu, là, pratiquement, là. Fait qu'après... Ça m'a nuit la première année au camp d'entraînement. Les Dodgers ont été extraordinaires avec moi. Ben, avant de parler des Dodgers, qu'est-ce qui est arrivé après ce camp-là? Ce camp-là à Granby? J'imagine que vous avez impressionné. Ben, c'est ça, il y a bien du monde. Hein. Puis là, ben, j'embarque dans l'auto des Boivins, puis on part, on s'en va. Il y a quelqu'un qui court en arrière. Puis là, le conducteur, les gars, il dit, il y a quelqu'un qui court pas nous autres. Fait qu'il arrête à un moment donné. Le gars arrive et il dit, il va te rencontrer Jean-Guy. Alors, je suis sorti de l'auto, je suis allé dans le clubhouse. À un moment donné, il était tous les deux assis là avec Roméo Pilon, puis Gravel. Puis on dit, bon, on veut te parler. Tu parles-tu anglais? Je dis, moi, je comprends tout en anglais. J'avais appris l'anglais jeune, un ami anglophone. Alors, je comprenais tout, mais pour être capable de converser beaucoup, non. Alors, j'écoute. Puis là, il me pose toujours la question, es-tu intéressé par le baseball? Ben oui, je joue au baseball, tout ça. Puis là, parce qu'il savait que je venais du séminaire, alors, c'est pourquoi qu'il était au séminaire, c'était une école spéciale Fallait-Curie. Tu sais, alors, aimes-tu mieux étudier ou tu aimes mieux jouer au baseball? Ben là, je dis, j'aime les deux. Moi, je réponds comme ça. J'aime les deux. J'aime bien le baseball. Alors, je m'amuse, puis tout ça. Ils ont dit, ah, OK. T'es sûr, là? J'ai dit, oui. Ça fait qu'ils ont dit, on veut rencontrer tes parents. J'ai dit, ils sont pas chez nous, ils sont en voyage. Ils reviennent demain, lundi. Ils ont dit, on va être là mardi matin, chez vous, à Saint-Simon. Puis, on veut rencontrer ton père et ta mère. Fait qu'ils sont arrivés, les deux, avec Pilon. Ils sont assis à la table, ma mère là-bas, mon père là-bas. Puis là, ils parlent, je comprends tout ce qu'ils disent, mon père parle anglais, lui, il est correct. Alors, il offre je pense, c'est 1000 piastres de bonus. C'était à m'arriver. Il n'y a pas un en fait, là, ceux qui m'ont précédé, il n'y avait pas eu de bonus. 1000 $, au début des années 60, c'est beaucoup d'argent, là. Ouais. Ma mère, elle se bête à ce bout-là. Elle est née aux États-Unis, mais elle ne comprend pas l'anglais, mais elle comprend l'argent. elle regarde M. Pilon, elle dit, il n'y en a pas question. Mon père dit, voyons, Jeannette, il a l'opportunité de sa vie. Puis là, il était mon père, il fait les mauvais cotons. Finalement, Pilon dit ça aux deux, à Majeski et l'autre, puis ils ont dit, ils disent 3000. Ils sont montés de 1000 à 3000. Oh, j'ai le coffre, j'ai ça là-dedans. J'ai le contrat, tout. Fait que là, ils ont monté à 3000. Fait que mon père, là, il dit, Jeannette, sois raisonnable. Finalement, je vais signer là,
avec la signature de mes parents, j'étais trop jeune. Votre mère était toute une négociatrice? C'était une Dubois, c'était une Dubois, puis elle avait la tête dure. Oui, elle n'était pas facile. Donc, elle a fait passer le boni de 1 000 à 3 000 face à des gens qui étaient quand même aguerris dans les négociations. Puis ça s'était jamais fait au Québec. Il n'y avait jamais personne qui avait eu un bonus, peu importe pour juste des Dodgers. Oui. Les Phillies, peu importe. Vous me parliez de votre père tantôt. Lui, il devait être fier là, qu'il a tout le temps été impliqué dans le sport. Là. Il était au 9e ciel. Ah oui, il était assez content. C'est que là, vous passez d'avoir gagné à Actonville du séminaire, vous signez un contrat professionnel. Ça, c'est à la fin de la saison 1960? C'est ça. Puis là, en fait, je suis retourné en fait, j'étais rendu en rhétorique. Alors, syntaxe, méthode, versification, rhétorique. Au mois de mars, je reçois un billet d'avion pour dire, rentre-toi à New York pour prendre l'avion des Dodgers. Les Dodgers, à cette époque-là, étaient la seule équipe qui avait leur avion privé. Alors là, j'arrive à New York, puis j'avais voyagé, il y avait un gars qui me suivait. Finalement, c'était un gars d'Ottawa, un anglophone. Puis il me dit en anglais, tu t'en vas où? Je dis, m'en vais avec les Dodgers. Il dit, moi aussi. Fait que là, on se tient ensemble. Puis là, on sort dehors, on voit cet avion-là avec la balle de baseball, puis Dodgers aussi. Hey, c'est tout. Ça allait dans le moral, en si bas dans la terre. Puis on arrive dans l'avion, puis là, ils nous servent tout ce qu'on veut. Vous étiez combien dans l'avion? On était, il y avait tous les joueurs qui venaient du New Jersey, New York, tous les gars qui étaient dans l'entour, des jeunes comme moi, là, qui s'en allaient au camp d'entraînement. Alors, on devait être une bonne trentaine, je sais. Et cet avion-là, vous l'avez pris de quel endroit? À New York. À New York. Vous êtes rendu à New York et à partir de là? À partir de là, on était en avion des Dodgers. Est-ce que vous étiez, le camp d'entraînement était à Vero Beach? Est-ce que vous étiez déjà là? Oui, c'était les premières années de Vero Beach. Oui. Et là, bon, c'est des années de Branch Rickey. Il y a pas mal de choses. Branch Rickey est parti, mais c'est le leg de Branch Rickey. Donc, vous êtes beaucoup de joueurs. Les Dodgers, c'est de la façon qu'ils faisaient ça. Les Dodgers avaient 12 équipes des mineurs. Là. Il y avait le D, A, il y avait D, B, A, 2A, 3A, puis majeur. Puis plus qu'une équipe au niveau 3A, à un moment donné, ils avaient Montréal, puis Saint-Paul, je pense aussi, qui était... Saint-Paul. Exactement. Alors non, il y avait beaucoup d'équipes. Il y avait... on était plusieurs au camp d'entraînement. Quand tu arrives là, c'est impressionnant. Racontez-moi, comme on en a parlé tantôt, ça fait pas longtemps que vous lancez, ça va bien, mais là, vous êtes lancé dans la jungle. C'est quoi votre première impression en arrivant au camp d'entraînement avec plein de monde? Ils sont tous bons, ils ont tous été bons dans leur école, dans leur municipalité. Ouais. Puis là, moi, j'ai pas été initié à la forte compétition. Au camp d'entraînement, quelqu'un qui est au premier but, tout ce qui est en tête, c'est de voler le deuxième. Dans la Ligue provinciale, ça dépend c'est qui est au premier. Des fois, tu n'es même pas obligé de le regarder. Il n'y en a pas au deuxième, il est trop slow, mais il est bon frappeur. Alors, là-bas, le niveau de la difficulté était, au niveau compétitif, était très élevé. Alors ça, c'était intimidant. Mais finalement, au début, ils nous acclimatent, on court, puis on se met en forme. Moi, je venais du Québec, il fait froid ici, puis j'avais pratiqué dehors la plupart du temps. Les gymnases étaient fermés à cette époque-là. J'étais chanceux, je connaissais Claude Boucher à Drummondville, puis lui, il avait une connexion avec la municipalité, puis il m'ouvrait un gymnase pour moi tout seul, pour que je me lance à l'intérieur d'un gymnase. Il n'était pas ouvert, les gymnases. Aviez-vous quelqu'un pour vous lancer la balle? Parce que ça prend quelqu'un, vous aviez un bon bras, là, ça prenait quelqu'un qui était... J'avais un de mes voisins
qui restait près de chez moi, Raymond Cloutier. Puis il y avait, drôlement, il y avait Roger Dubois, qui est de Canimex, multimillionnaire, là, puis c'est un mécène, c'est un grand mécène du sport puis de la culture au Québec, là. Donc, ils étaient, eux autres, assez habiles pour être capables d'attraper votre balle. Ouais, eux autres, Dubois, on va le dire, il était pas grand, mais je te dis qu'il n'avait pas peur de grand-chose. Il était encore pareil. Ah oui, il n'y avait pas de problème là. Là, vous avez l'opportunité, vous êtes entraîné, vous allez là-bas. Vous vous sentez comment par rapport aux autres lanceurs? Est-ce que vous regardez les autres? Est-ce que vous vous sentiez à votre place? Ben, on est nombreux, hein? Oui, c'est ça. Alors, je sais que je ne suis pas seul, mais c'est dans le temps où Sienne Flonnet était là. Il y avait Pete Gauthier, Pierre Gauthier, qui est mort aujourd'hui. Il y avait Tim Magnus. Alors, on se tenait, quand on mangeait ensemble, alors je me sentais à l'aise. On a ri de moi, puis je suis devenu la risée du camp d'entraînement. On a toute une gang de chums à un moment donné, ça prend pas de temps de faire des amis, parce que j'ai perdu mes valises sur l'avion. Laquelle des avions, c'est celle de Montréal ou celle des Dodgers? C'est sûrement pas celle des Dodgers, en tout cas. Mais j'étais avec ma belle amie pendant une semaine. Je suis obligé d'aller me chercher des bobettes, m'acheter des bobettes, parce que là, il faut que je me change de temps en temps. Puis là, les gars disent de moi, je mets mes bobettes, je trouve une médaille que ma mère avait mis dans mes bobettes. Là, je suis la risée de mon groupe d'amis. Alors là, je suis devenu un ami des Américains. Parce qu'ils m'ont trouvé drôle, puis je faisais des faces, je parlais un peu l'anglais, puis je faisais des faces à ma façon. Quand je disais, quand je coachais au troisième, quand il glissait, je disais slide on third. Ça, c'est pas third, c'est une chose, mais third, c'est un autre affaire. C'est autre chose. Alors, il riait de moi, on a eu du plaisir. Puis le fait qu'il y avait un petit groupe francophone, ça n'a pas été trop dur. Mais de toute façon, quand tu viens du Québec à ce moment-là, Doug Snyder, ceux qui ont joué à Montréal, eux autres, là, ils ont aimé Montréal. Ils viennent nous voir. Moi, après un bout de temps, je m'ennuyais. Puis je faisais jouer Georgia on my mind. À un moment donné, il y a quelqu'un qui me tape dans le dos. C'est Doug Snyder qui me tape dans le dos et il dit « Tu t'ennuies, hein? » Il dit « C'est quelle musique, c'est quoi que tu veux mettre? » Là, j'ai dit « Je m'avais installé dans la machine. » Puis là, il me prend par le cou. Puis il me jase. Hey, les gars, ils disaient « Comment ça se fait que lui peut faire ça puis il fait pas aux autres, tu sais? » Oui. Une question, ce sont les Dodgers qui vous ont embauché. Est-ce qu'il y a une autre équipe qui vous a approché ou vraiment les Dodgers, c'était la seule qui... C'était la seule. Oui? C'était la seule. Oui, c'était la seule. En fait, j'ai des photos là, dans mon scrapbook, les gars de Montréal. Il y en avait qui étaient avec Phillies. Oui, les Phillies étaient très présents. Ils pratiquaient ensemble, toute la gang, tu sais. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas à Montréal, j'étais à Drummondville. Alors, je ne pouvais pas être avec eux autres. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de voir les Royaux de Montréal? Parce qu'il faut bien le dire, les Dodgers étaient présents au Québec en raison de... Vous aviez eu l'occasion de voir les Royaux? Ben, en fait, c'est pour nous acclimater à ce qui s'en venait. Ils me payaient un hôtel à Montréal, puis c'était pas un trou, c'était une belle hôtel. Le jour, je me promenais puis je marchais. Le soir, j'allais lancer la pratique au bâton. Quand je suis arrivé la première fois, Ron Peronowski, les séries commençaient, Ron Peronowski, j'ai pris son locker. Il était là. Je l'avais aux côtés de moi, ça marquait Ron Peronowski. Puis là, il venait d'apprendre, comme tout le monde, puis tout le monde l'a applaudi. Il s'en allait comme lanceur de relève, parce que là, les Dodgers étaient en série. Puis il prenait l'avion le lendemain matin, tout ça. Alors, j'ai lancé la pratique au bâton des Royaux de Montréal.
Puis il y en a toujours un dans la gang qui est correct. Joe Altobelli, qui était un bien bon coach, bon joueur de balle. Lui, il me prenait par le cou, un peu comme, il disait, énerve-toi pas, ils sont tous comme toi, et ils jouent juste à la balle, puis il dit, tu lances, me laisse à la blade, puis ils vont en frapper peut-être, puis si tu as des problèmes, viens me voir. Est-ce qu'il était gérant de l'équipe à ce moment-là? Non, Il était encore... il était premier but. Il était encore joueur. Il était encore joueur. Altobelli, il faut me préciser, il était gérant pendant longtemps dans le baseball majeur, puis il a même gagné la Série mondiale. C'était un excellent, ouais. Ouais. Oh, oui. Là, je reviens à tantôt au camp d'entraînement. Le calibre de jeu que vous avez vu, vous, quand vous compariez aux autres. Comment, juste sur le plan sportif, là? C'est un autre monde. Parce que là, tous ceux qui sont là, ils veulent rester au camp, ils veulent passer le camp d'entraînement. Parce que là, ça ne veut pas dire que même si tu as signé, tu vas t'en aller jouer pour une équipe, il y a en coupe. À tous les jours, il y a une liste, tu vas voir la liste. Je suis-tu sur la liste ou pas? Je pars-tu demain matin ou bien je reste? Il faut être solide mentalement, ça. Ouais, c'est ça. Là, moi, mon mental était pas fort à ce niveau-là. J'avais pas que je m'étais amusé, moi. Un peu au Québec, là. J'étais pas habitué à ça. Alors là, j'ai vu comment ça fonctionne. J'étais pas là, il fallait que je me bâtisse une place. Alors, mais je dois avouer que les Dodgers, ils ont tout fait. J'ai lancé les pratiques au bâton contre les vrais Dodgers. C'est Léo Durocher qui me donnait les balles en arrière. Une anecdote qui est vraie, comme je suis là, il me donne les balles, puis là, c'est Frank Howard qui arrive au bâton. Il mesure 6 pieds 7. Puis là, il y a des gens qui ont dit, tu fais attention avec lui, lance-y pas à l'intérieur, lance-y à l'intérieur, pas à l'extérieur. Moi, je suis gaucher, ma balle, elle s'en va de même, puis elle s'en va... Elle s'éloigne du droitier puis de Frank Howard. Je te jure, il frappe la balle, je l'ai pas vu, mais je l'ai dans mon gant. C'est le réflexe. Durocher, il est sur le dos en arrière, parce que dans ce temps-là, aujourd'hui, il couvre tout le lanceur. Hein, c'est juste le bras qui sort. Mais c'est juste à moitié dans ce temps-là. Il se lève de là, au bras-dessus, puis là, il se lève, puis là, il sac pas, mais moi, je sais que c'est pas gentil. Il part après mon Frank Howard, puis là, il donne la barre. Oh! Alors, là, Howard est parti, la tête entre les deux jambes, puis là, finalement, le lendemain matin, je m'en vais me chercher une liqueur, puis il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Je me retourne d'abord, j'arrive, pouf, la tête d'un estomac. C'est Frank Howard qui est derrière moi, il m'a vu, puis il s'en vient s'excuser. Ah. On disait que c'était un gentil géant, Frank Howard. C'était un gentleman. Vous parlez de Léo Durocher, il a été élevé en français jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Est-ce que vous avez échangé en français un peu avec lui? En fait, c'était tous des trucs des Dodgers pour me mettre à l'aise. Hein? Moi, j'ai apprécié ça. À un moment donné, on a joué à une squad game qu'on appelle. Oui. T'as Sandy Koufax qui est un bar qui joue avec des rookies. Puis moi, je joue avec des joueurs de majeur. Mon shortstop, c'est Maury Wells. Puis, en tout cas, mes champs, c'est des vrais joueurs. Puis c'est moi qui lance contre Sandy Koufax. Il faut dire qu'à ce moment-là, Koufax n'est pas encore... Il n'a pas commencé ses grosses saisons. On savait qu'il y avait de bonnes rapides. Oui, mais à passe pressée. C'est ça. Il y avait une très bonne... Tout le monde savait qu'il y avait un potentiel, mais il n'était pas encore... il n'était pas encore reconnu totalement, mais ça s'en venait. Oui. Ça s'en venait vite parce qu'il y a... En passant rapide. Ouf. Puis il y avait toute une courbe aussi, là. Il y avait en bas de la... Est-ce que c'est un modèle que vous avez essayé de suivre, ça, Sandy Koufax? Vous lanciez fort, il lançait fort, vous aviez une bonne courbe, lui aussi, deux gauchers. Est-ce que c'est un modèle que vous avez essayé de suivre? C'est évident que moi, quand on veut, comme ils disent, dropper des noms, là, c'est bon de dire, moi, j'ai joué en même temps que Sandy. Je l'ai vu comme je te vois, là. J'ai vu lancer. J'ai vu comment sa balle, la vélocité de sa balle, et tout ça, parce qu'on
on avait des pitching area, là. Puis, en fait, voyons, l'Italien là, qui a coaché. Mais il y a Tom Lassorga, qui était gaucher lui aussi. Il m'a montré la slow curve. Puis, en fait, la photo que tu as prise, je venais de terminer avec lui. Lui, il a continué, puis moi, j'ai pris une photo, là. Mais il m'avait passé une demi-heure avec moi pour me montrer comment lancer ma courbe pour qu'elle tombe comme ça. Celle-là, je savais, elle était bonne. Celle qu'elle allait, glissait, là, elle était bonne, elle. Bon, fin du camp d'entraînement, vous survivez. Oui. Vous êtes retenu, puis là, on vous envoie dans le Midwest américain. C'est ça. On va à Kokomo, Indiana, qui est à peu près 50 000 au nord d'Indianapolis. Bon. Petite ville, bien correct. C'est pas loin de l'Illinois, là. On n'est pas loin de Chicago non plus, peut-être entre les ça. deux. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe, là. Vous venez de Drummondville. Est-ce que Kokomo, ça ressemblait un petit peu comme ville ou... C'est un peu, à peu près 50 000 habitants. Ouais. C'est un peu comme Drummondville, là, à l'époque. Ouais. C'est amical. Puis moi, j'avais toujours... je me trouvais des amis facilement, mais dans ce coin-là, ils te demandent toujours, à ma grandeur, ils me demandent toujours, tu joues au basket? C'est un coin d'amateurs de basketball plus que de baseball. Mais ils te tolèrent à un moment donné. Puis si tu veux faire des amis, ben tu dis que tu es catholique, puis bon, tu cherches une église à aller. Puis là, tu trouves une blonde qui va t'amener, même dîner chez vous. En tout cas, moi, j'étais bon là-dedans. J'étais bon dans les contacts. Oui. Vous vous retrouvez là-bas, vous passez la saison au complet là-bas. Ça se passe très, très bien. Vous avez beaucoup de retraits sur débris. J'ai regardé un petit peu comment ça s'est passé. L'équipe en milieu de peloton, rien d'extraordinaire. Mais vous avez de l'étoffe. C'est clair, je regarde les statistiques. Vous retirez pratiquement un frappeur sur des prises par manche. Votre contrôle n'est pas à point. Non. Mais racontez-moi, vous, sur le plan, on va commencer sportif. Quand vous êtes retrouvés là, c'est la grosse compétition. C'est quoi l'ajustement, là? C'est la grosse compétition, mais là, je me sens un peu comme tout le monde. Parce qu'après le camp d'entraînement, j'ai pris confiance parce que, bon, on a été bon pour moi. Puis là, j'ai lancé contre les vrais Dodgers. Je me dis, bon, c'est des humains comme tout le monde. Alors là, je m'en vais dans une ligue, puis je devais être pas si pire. Le seul problème que j'avais, puis en fait, je pense que c'était le W, je me sentais, tu sais, quand tu te sens fort, là, à passer ce soir-là, je sais pas, j'avais de l'énergie au bout, mais je me suis fait planter. Puis là, à un moment donné, je suis dans le dugout, puis je sors, il y a un vieux monsieur qui était là, qui m'arrête, puis qui me dit, t'es-tu le lanceur qui a lancé ce soir pour les Kokomo Dodgers? Je dis oui. Il dit, je peux-tu te parler? Je dis oui. Il dit, t'as une phrase bonne, épouvantable, mais il dit, écoute, faut que tu apprennes que quand tu envoies de la balle sur le coin, elle s'en va en dehors. Alors toi, le mouvement que tu as dans ta balle, tu l'envoies au centre, elle va sortir, elle va aller sur le coin. Ce soir, ils sont tous sortis en plein centre, puis tu t'es fait out. Les gars t'ont frappé comme c'était facile. La vitesse, ça les impressionne pas. Ouais. Ils sont capables de la frapper à la balle. C'est juste qu'il faut qu'elle bouge. Il faut qu'elle bouge vers l'extérieur ou l'intérieur, dépendant de ce que tu envoies. Vous, elle bougeait naturellement, votre balle? Pardon? Elle bougeait naturellement, votre balle, vous? Oh, oui. Oui. J'avais ce qu'on appelle un sinker. Oui, exact. Sur ma fastball, oui. Elle tombait, là. Oui. Je lançais overhand. Donc, et vous étiez quand même assez grand, donc ça arrivait pas mal par-dessus, vous, là. Ça arrivait de la grande tour, là. Oui, ça, j'avais toujours... Mon père m'avait dit tout le temps, tu lances pas de côté. Tu lances complètement en haut. Tu vas l'amener le plus loin possible en avant. En fait, on regardait ça un découvert qui dit, bon, ouais. j'étais moins souple que lui, là, mais
C'était ça qu'il fallait faire. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour vous aider sur le plan technique? Parce qu'à ce moment-là, il y avait le gérant, puis il n'y avait pas d'autres instructeurs avec lui, là. C'était pas évident tant que ça, non. Alors, aucun entraînement, oui. Mais après ça, dans la saison, là, le coach, les deux coachs que j'ai eus, en fait, c'était pas des lanceurs. C'était des joueurs d'intérieur qui étaient corrects. Mais ils m'ont pas montré grand-chose, eux autres. Donc, vous étiez laissé à vous-même? Vous étiez laissé à vous-même? Ah oui, il faut t'apprendre. Dans ce temps-là, aujourd'hui, c'est pas pareil. Là. Je veux dire, ils ont des programmes de conditionnement. Ouais. Ils ont les épaules larges de même. Il n'y a pas la même, on lance pas de la même façon, ils lancent en puissance. Nous autres, c'est un peu comme Kovacs, là. Ouais. En l'air et tout ça. Alors, c'est différent, là. Donc, ils dansent à 100 000 à l'heure aussi. oui, mais vous lanciez fort parce que, comme je le mentionnais, vous avez beaucoup de retraits sur des prises votre première année. Est-ce que vous avez eu une évaluation de la part des Dodgers sur votre première saison en 61? J'en ai eu une, je ne l'ai jamais vue, mais le fait que je suis retourné l'autre année après, ça veut dire que bon, j'étais bon, puis ils m'ont gardé aucun entraînement, puis je suis allé même blessé, mais je me suis blessé complètement à la toute fin. Bon, on va y arriver à ça. Après votre première saison, comme je vous dis, il y a des chiffres qui sont intéressants dans votre cas, puis vous, en plus, vous avez même pas 20 ans, là, vous étiez un des jeunes de l'équipe. 17, 18, là, ouais. Bon, deuxième année, là, vous vous blessez au camp d'entraînement. Qu'est-ce qui est arrivé en 62? Là? En 62, c'est qu'on est en fin de saison de camp d'entraînement. Est-ce que vous aviez un bon camp jusque-là? Est-ce que ça allait bien? Ça allait bien, j'avais pas de problème. J'étais intégré, là. J'étais intégré, je parle en anglais, puis j'avais pas de problème, j'avais appris vite. Là, on a une joute contre une équipe des Pirates, qui sont une équipe probablement de classe D ou B. Puis c'est moi qui lance, c'est moi qui débute. Alors, je me réchauffe. Sauf que, bon, après coup, je me rends compte que je me suis réchauffé avec le vent dans le dos. Ma passe est bonne. Ma courbe, je ne l'ai pas pratiquée du tout, quasiment. J'arrive au monticule, le vent, je l'ai de côté en pleine face. La courbe, elle descend. Donc, là, j'ai toutes mes lancers, sauf que je ne suis pas réchauffé au niveau de la courbe. Et là, je lance une courbe lente. C'est une courbe que tu choques la balle, tu rentres à l'intérieur. Elle sort comme supposément rapide, mais elle perd de la vélocité en descendant. Et là, mon bras, mon coude, ça craque. Ah, vous l'avez senti? Oh oui, j'ai senti. Puis le prochain lancer, je l'ai lancé quasiment dans la foule, dans le backstop, là, parce que là, c'était pas endurable. Alors, c'est ça. C'était fini à ce moment-là. Je suis allé à Keokuk. J'ai fait le voyage. Ça aussi, c'est dans le Midwest, hein? Dans le Midwest. Dans le Wisconsin, Keokuk? Est-ce que... Keokuk, Iowa. Iowa. OK. Ben, en fait, tout ce que j'ai fait, là, j'ai voyagé voir des médecins. Vous avez lancé quelques matchs? J'ai lancé quelques matchs, puis je ne l'avais pas. J'allais voir des médecins pour être capable de régler mon problème. Puis dans ce temps-là, j'ai fait un petit calcul à un moment donné, parce que là, je voulais peut-être revenir. Mon père voulait bien que je revienne. Puis là, ben, j'ai dit, quand il m'en a parlé, Tommy John avait eu s'était fait opérer. C'est 6 ans après moi, ça. Ah, c'est pas mal après, ben oui. C'est une dizaine d'années même après. J'étais à l'Université d'Ottawa pour faire mon cours d'éducation physique. Alors là, moi, il n'était plus question de recommencer. Oui. Donc, vous le saviez qu'il y avait quelque chose de pas correct, puis éventuellement, bon, vous êtes aperçu que c'était le ligament qui était déchiré, puis si vous l'aviez eu 20 ans plus tard, vous auriez eu l'opération Tommy John. Oui, c'est évident. Ça, c'est sûr. Oui. Puis, en fait, ce que je n'ai pas dit encore, c'est que mon père, il lâchait pas. Hein. Alors, j'étais allé voir un ramancheur à Saint-Hyacinthe.
Ça, est-ce que les Dodgers vous ont libéré à ce moment-là? Ah oui, là, j'étais revenu. Oui. Je lançais pour les Rivières-du-Loup. Quand vous êtes revenu, c'est quand? Est-ce que les Dodgers vous ont libéré à la fin de la saison 62 ou c'est pendant? Ils m'ont libéré en juillet. Au mois de juillet. Au mois d'août, ils ont changé de ville. Oui, quelqu'un qui est parti. C'est ailleurs, ouais. Oui, quelqu'un qui est parti. Là. Ouais, ils sont tous partis. Mais vous étiez plus dans l'organisation. Je n'étais plus dans l'organisation à ce moment-là. Et quand je suis revenu, à Rivière-du-Loup, je m'en tirais. Sauf qu'à un moment donné, mon père a dit, on va aller voir, on sait jamais, ça peut marcher, tout ça. Il fallait voir ce cultivateur-là. J'ai senti à un moment donné, il avait son bras sur l'épaule, puis il va avec mon père. Mon bras, il pouvait pas venir droit. Mm-hmm. Il était courbé. Puis là, il m'avait donné un coup, mon coude est devenu chaud. Je sais pas si le nerf est revenu en place, mais il était encore blessé. Puis là, moi, cette fin de semaine-là, je retournais à Rivière-du-Loup, puis je lançais. J'ai pris, si je me rappelle, c'est 15 ou 16 strikeouts. Oh. Parce que là, ma vélocité sur ma fastball est revenue. Là, je pouvais monter un petit peu puis lancer par en haut plutôt que par le côté. Alors, ma fastball était revenue, ma courbe était revenue, puis ça faisait pratiquement pas mal. Sauf que j'en ai eu pour 2-3 semaines. Après ça, là, il n'était plus question, ça faisait mal, c'était revenu. Le nerf était, il enlève ça, puis il en met un autre qui prend dans son corps. Donc, c'est le seul match que vous avez lancé à Rivière-du-Loup, ça? J'ai rentré à Rivière-du-Loup. C'était une ligue qui était une pas pure ligue. Il y avait tous des anciens joueurs. Là, à Edmundston, il y avait une bonne équipe, eux autres. C'était un bon calibre de jeu là-bas. Là. Il y avait un bon calibre de jeu. Oh, oui. Il y avait des joueurs là-dedans, comment ça s'appelle? Il jouait au hockey, lui, il frappait. Là, juste pour nous situer, ça, est-ce que c'est la même saison que vous avez été libéré? Ou c'est venu, ouais. En fait, je suis allé à peu près un mois après. 1962. Je me suis allé à Rivière-du-Loup. C'était la Bélandrie qui était à ce moment-là, la Bélandrie était comment on dirait, le père Sablon, le père de la Sablonnière de ce coin-là. Il y avait un foyer pas trop. Il m'avait regardé, il dit, tu vas jouer au baseball, tu vas être directeur des loisirs pour le foyer Patro. Tu vas passer ton tapis sur le terrain avant parce qu'on n'a pas d'employé. Puis il dit, tu vas lancer ta game. Le lendemain matin, c'est d'autres choses qu'on fait. Tu joues au basket. Je joue au basket. Tu vas enseigner le basket. Tu vas partir à une école de baseball. J'ai traduit un texte, j'avais un livre, j'ai relu ça, puis là, je savais mes mots en français. Je suis parti à une école de baseball, puis je suis resté là jusqu'en 65. Donc, de 62 à 65, vous êtes resté dans ce coin-là, dans le bas du fleuve. J'ai resté dans ce coin-là, puis j'ai tout fait là. Et vous avez lancé? J'ai lancé. Puis je m'en tirais assez bien. En fait, c'est ces choses-là. Si on lit ça, je suis pas si pire. C'était le journaliste. Puis, malgré le coude qui n'était pas à 100%. Oui, ça marchait. Là, je faisais attention. Oui. Puis j'étais pas si mal. Après 65, avez-vous lancé à nouveau? Est-ce que vous avez continué de lancer après? Ça commence. J'avais commencé à être mieux. Puis ça le dit. Là, je reçois un appel de mon père, il dit Fred Bourbeau veut, ça c'était un lanceur des années 40, 50, qui avait joué avec les joueurs qu'on a nommés tout à l'heure, là, qui ont joué dans les majeurs, qui était coach. C'était un ami à mon père, un ancien employé de mon père. Alors, finalement, il dit Fred, il veut t'avoir à Drummondville, il y a une bonne équipe. Elle est là, elle est toute là.
Puis il dit, tu vas être avec l'équipe. Il veut t'avoir. Fait que je suis revenu à Drummondville, puis on a gagné le championnat. Ça, c'est tous les joueurs qui étaient au Drummondville. Il y a quelques joueurs là-dedans qui ont joué professionnel. Pete Sianflone, Gaëtan Boudreau, c'est un autre. Il y a aussi... il y en a plusieurs là-dedans. Là. Bob Duguid, c'en est un autre, je pense, qui a joué André Oquinero, c'en est un autre. C'est tous des joueurs qui ont joué professionnel. Andy ici. Il est un bon joueur, là. C'est ça. Il y avait lui qui était bon. Il y avait lui qui était... lui, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas joué dans... Et son nom, c'est? C'est Michel Sawyer. Excellent joueur. Il parle pas anglais. Ça, c'est la Ligue provinciale. Oui, ça, c'est la Ligue provinciale. Donc, vous êtes revenu chez vous après? Oui. Ça, c'était une très bonne équipe. Là, c'était... Donc, 1965, vous revenez à la maison. Puis on gagne le championnat. Puis là, je lance un soir, puis je m'en tire pas si mal, puis je frappe un home run en plein chanson. Le stade de Drummondville, c'était un stade. T'avais 3,25 dans le bord, 3,25, puis 3,65 dans le centre. Je frappe un home run. Moi, je suis pourri comme frappeur, mais là, j'ai souligné full place. Puis là, en sortant tout le monde m'attendait dehors. J'avais lancé la game, puis j'avais frappé un home run. C'était le dernier que j'ai fait. Est-ce que vous avez continué après 65? C'est votre retour? C'était votre dernière année? C'était ma dernière année. Après ça, l'abbé Ronald m'a dit, écoute, reviens, là, parce que là, le baseball, là, les jeunes, ils veulent savoir, puis tout ça, puis pourquoi tu te lancerais pas dans tout le domaine? Ça commençait dans ce temps-là, le domaine du loisir. Puis moi, je parlais anglais, lui, il parlait pas anglais. Puis il y avait l'Association canadienne des centres de loisirs. On se faisait du monde de partout, d'Europe, puis des États-Unis. Puis à un moment donné, moi, j'étais la personne à tout faire. C'est moi qui accueillais les épouses, les personnes, les membres de l'association, surtout s'ils étaient anglophones. Alors, puis là, à un moment donné, il m'a dit, écoute, quoi, moi, je dis, tu connais le père mon petit à l'Université d'Ottawa. Il dit, tu dois aller faire ton cours d'éducation physique. Je suis parti, je suis allé faire mon cours d'éducation physique. Quand je suis arrivé à Ottawa, le père, il dit, ben, as-tu déjà joué au hockey? Ben, c'est sûr que j'ai joué au hockey. Il dit, viens pratiquer avec l'équipe. Puis il dit, j'ai fait l'équipe de hockey de l'université. Les GGs d'Ottawa, vous avez joué avec eux? J'ai joué pendant 3 ans, puis c'est ça. Puis je suis reparti après ça. Je me suis marié. Je suis retourné aux États-Unis prendre une maîtrise au Texas. Je devais aller à Michigan State, mais les profs s'en allaient au Texas. C'était des profs qui étaient dans le domaine des outdoor recreation puis du tourisme. C'est ça que je voulais faire. Je ne voulais pas faire de la récréation municipale. Je l'avais fait. À travers tout ça, après les Dodgers, est-ce que vous avez considéré la possibilité de revenir dans le baseball professionnel? C'est-à-dire que mon père souhaitait que je revienne, sauf que avec lui, on avait regardé quand les opérations à Tommy John ont eu lieu, c'est ça qui a déclenché l'idée de peut-être revenir, mais c'était 6 ans. Donc, 6-7 ans. Même plus que ça. C'est peut-être plus. Oui, mais vous aviez une trentaine d'années à ce moment-là. J'avais 25, 26 ans, ouais. Alors, c'était pas, faut que tu commences, faut que tu montes bien majeur. Ça vient pas de la première année, ça, là. Alors, il n'y avait pas de possibilité de revenir, c'était impossible. Il n'y a personne pas d'autres équipes qui ont communiqué avec vous? Non, pas du tout. Donc, c'était vraiment terminé à ce moment-là. J'avais passé l'âge. J'avais passé l'âge. Puis, en fait, moi, de toute façon, dans ma tête à moi, j'étais bon, j'avais commencé un nouveau parcours.
Puis ça m'a amené à un tour d'expérience, finalement, Ouais. de travail, fort intéressant. Le baseball, est-ce que vous a aidé, votre expérience chez les professionnels? Ça définitivement. Oui. Le baseball, ça m'a ouvert des portes inimaginables. Ben, il y a toujours, j'avais de la posture, évidemment, parce que ça t'en donne, la posture. J'ai joué pour les Dodgers, tu sais. Alors, mais ça t'ouvre des portes. J'ai étudié, j'ai eu des bourses, je n'ai pas été obligé de travailler fort pour les avoir. C'est venu tout seul. J'ai eu des contrats quand j'étais à l'université, des contrats. Le premier rapport sur les pistes cyclables, c'est moi qui ai écrit ça. Il y avait 500 pages. Puis je l'ai fait avec des étudiants que j'avais qui croyaient là-dedans. Alors, c'est partout où je suis allé. Ouais. Je suis allé en URSS avec Savard à un moment donné. Ouais. Parce que j'ai représenté la ville, la capitale, finalement, d'Ottawa. Puis Savard, ben, j'avais un de mes cousins qui avait travaillé avec lui. Fait que je suis allé le voir, il était en première, moi j'étais en deuxième classe. J'étais monté en haut, puis j'ai dit, bon, tu connais-tu les Dubois? Là, il dit, oui, j'ai été mes employés, c'est mes cousins. Il dit, assis-toi là. Quand je faisais ça en bas, il fallait que je tienne la rampe parce que par un coup, pas mal. Faut que je vous demande, par rapport à l'année que vous avez passée, votre année complète là, que vous avez lancée. J'ai regardé un petit peu des joueurs qui étaient là-dedans. Vous, est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué? Les joueurs contre qui vous avez joué? Vous étiez lanceur, c'est sûr que vous en avez retiré beaucoup. Il y a quelques joueurs probablement qui vous ont frappé solidement. Il y en a qui ont fait les majeurs. Oui. En fait... Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué dans ces joueurs-là qu'on a connus par la suite? Oui. Il y a c'est-à-dire que dans les joueurs que j'ai connus, il y a Clarence Jones qui a fait les majeurs, qui était un joueur qui a joué. Qui était un des meilleurs frappeurs de cette année-là. Oui. Lui, c'était un bon ami, parce que moi, je n'avais pas... Ben oui. J'étais du Québec, je n'étais pas raciste, alors ça allait bien. C'était un de mes bons amis, avec Charlie Daniels, c'était deux joueurs. Puis, vous aviez des bons amis, j'avais des bons contacts. Il y a deux noms que j'ai retenus parce qu'ils ont gagné la Série mondiale par la suite. Je ne sais pas si... Mickey Stanley et Jim Northrop, qui jouaient pour la même équipe et dans la filiale des Tigers de Détroit. Ça a été deux gros morceaux importants des Tigers qui ont remporté la Série mondiale en 68. Là. J'ai lancé contre... comment est-ce qu'il s'appelle? Il y a Ken Berry aussi qui a eu une très belle carrière, qui est un gars rapide. Puis il y en a un qui a joué pour pour New York, pas les Yankees, l'autre équipe de New York. Les Mets. Qui était chancante, qui avait fait un catch extérieur. Tommy Agee? Lui, il m'a frappé une balle. Tommy Agee, lui, il m'a frappé une balle, à un moment donné, on l'a perdu complètement dans la rivière. Elle roule encore? Elle roule encore. Oh mon Dieu, oui, c'est tout un frappeur. C'est un bon athlète, Tommy Agee. C'est un bon athlète. C'est un gros gars. Tu aurais pensé qu'il ne pourrait pas courir, mais c'est un gars rapide. Il était fort. C'est un bon voltigeur, puis il a fait... C'en est un autre qui a gagné la Série mondiale contre qui vous avez joué. L'autre que j'ai rencontré, qui était le fils de... voyons, je l'ai nommé tout à l'heure, celui qui joue à Drummondville, là, le fils de un des lanceurs qui a lancé à Drummondville, qui a joué pour les Cardinals. Oui, je sais de qui vous parlez. Vous parlez de Hal Lanier, avec qui vous avez joué. Puis il a coaché à Ottawa. Oui. Lui, je l'ai, à un moment donné, j'ai vu son nom, c'est Alice, puis j'ai dit, écoute donc, je suis allé voir mon coach, j'ai dit, ben, je peux-tu aller voir le gars au bord, là? J'ai dit, son père a joué chez nous à Drummondville. Oui, c'est Hal Lanier. Le père, Max, avait joué à Drummondville, la grosse équipe de la fin des années 40. Là. C'est ça. Oui. J'étais allé genre, c'est ça.
J'ai toujours voulu aller le rencontrer à Ottawa. Ça n'a jamais donné, à un moment donné, dans ce que je faisais. Là. Mais j'aurais aimé ça le voir, parce que lui, il était bon shortstop, ça. Puis il a été gérant par la suite, lui Ouais, aussi. il a été gérant, il a joué pour... Houston. Et puis, je pense que la première équipe, c'était... San Francisco, peut-être? San Francisco, hein? Ouais. Vous m'avez raconté vos expériences professionnelles et tout ça. Est-ce que vous gardez un œil attentif sur le baseball encore aujourd'hui? Toujours. Je regarde le baseball. J'ai laissé le hockey pour un bout de temps, mais puis là, je reviens au hockey. Mais le baseball, je regarde toujours les games de baseball. Si les Dodgers jouent, c'est évident, puis ils jouent de ce temps-là, ben, ils sont bons. C'est une nouvelle équipe qui, ben, évidemment, ils ont la masse salariale, mais... Vous avez gardé votre attachement envers les Dodgers, vous? Oh, oui. Mon père était Yankees, moi, je était Dodgers. Le baseball a changé. Tout change dans la société. Le sport ne fait pas exception. Le baseball n'a pas fait exception. Vous en parliez tantôt sur le plan technique. Les lanceurs, c'est pas du tout la même chose qu'à l'époque où vous lanciez. Est-ce que vous aimez encore la façon dont le baseball est joué aujourd'hui? Il y en a plusieurs qui disent parce que les lanceurs lancent moins souvent. Ça, c'était... Pour moi, c'est une révélation que les lanceurs débutants ne puissent pas être capables de faire la manche. Ça, que le sans lancer, tu sors, tu sais. Ça, dans ma tête, moi, je jase aussi avec les jeunes. Puis je dis, moi, j'ai fait cette tour de manche. J'ai jamais arrêté avant ça. Puis je les gagnais, mes jeux. J'étais pas plus faible en 9e. J'étais plus intelligent en 9e. Je faisais attention à comment je choisissais mes lancers et tout ça. Ils me connaissaient, mais moi aussi, je les connaissais comme frappeur. Alors, ça m'a un petit peu fatigué, ça. Ce que j'aime maintenant, c'est que ça prend moins de temps. Il donne un certain montant de temps pour faire tes sparages, prendre ta casquette, te frotter les oreilles. Vous pensez que c'est une bonne chose, vous? Oui, c'est une bonne chose, parce qu'à un moment donné, j'ai utilisé ça dans le temps, parce que moi, mon père m'avait dit, écoute, si tu as des faiblesses, en la 4e manche, des fois, j'avais des petits problèmes. Il disait, écoute, dans ce temps-là, il dit, passe dans une coupe alentour de la mâchoire des gars. Ça va te replacer. Alors, moi, je faisais ça, puis ça fait frapper 2-3 fois, parce que quand tu fais ça, tu risques que quand tu arrives au bâton, tu te fasses frapper. Mais ça, c'est correct. Alors, aujourd'hui, les joutes sont moins longues qu'ils l'étaient avant. Sauf qu'ils changent plus souvent de lanceur, alors c'est aussi long. Tu sais, quand tu passes 5-6 lanceurs, dans le passé, là, j'avais jamais vu ça, ils ont passé 4-5 lanceurs de relève, puis ils sont revenus avec un lanceur débutant pour finir la route. Moi, c'est une hérésie, ça. Dans ma tête, à moi, c'est une hérésie. C'est quasiment... J'ai jamais compris. Mais j'ai vu ça. Oui. J'ai vu ça dans le passé. Oui. Mais vous appréciez quand même le baseball encore aujourd'hui, là. J'apprécie ça, puis je regarde les frappeurs, là. C'est tous des athlètes. C'est frapper une balle à 100 000 à l'heure. Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai appris à faire des courtes tenues. À 90-95 000 à l'heure, c'est une machine. Puis il fallait qu'on pratique. La première fois que je suis rentré dans la cage, puis la première balle qui a passé, là, j'ai eu assez peur. Je ne l'ai pas vu passer. À un moment donné, là, ça vient à 90 000 à l'heure. J'ai trouvé qu'elle passait vite. Pour apprendre la bonneté, à faire un court tenue, il faut que tu pratiques. Vous étiez plus à l'aise au monticule que dans le rectangle des frappeurs, là. Ah, oui, définitivement. Il faut que je vous pose une dernière question. Si quelqu'un
Jean-Guy Noël, lanceur gaucher, il était grand. Est-ce qu'il y a un lanceur aujourd'hui que vous regardez et dites « Hey, je dansais comme lui, moi ». Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous regardez et vous dites « Ça ressemble pas mal à la façon dont je lançais, moi ». Oui, il y a encore des lanceurs, je regarde surtout les gauchers, là. Oui. Il y a encore des lanceurs qui ont la même motion, on appelle le même mouvement. Oui. Est-ce qu'il y en a un que... Il y en a encore qui, sauf je ne pourrais pas nommer, là. Oui. Mais il existe. Les autres, ils viennent comment on dit, La motion arrêtée. la motion arrêtée, puis ils vont en puissance, puis elle va vite, là. Ils sont forts, ils ont des bonnes épaules. Je l'ai vu un hier soir, là, 104 000 à l'heure. C'est vite, ça. Ouais. Mais lui, il lance comme ça, comme moi, gaucher, comment ça s'appelle? Aroldis Chapman. Ouais, c'est ça. Lui, c'est à peu près le même genre d'émotion que j'avais, moi. Parce que... Avec quelques mille à l'heure en moins, là. Ouais. Dans votre cas. Ma fastball, elle va moins vite que ça, un peu. Ouais. Lui, à 104, là, ça passe vite. Ouais. Mais c'est un gros gars. Aussi. Et entraîné aussi en conséquence pour lancer à cette force-là. Aujourd'hui, les programmes d'entraînement sont... il y en a pour les joueurs de baseball. Dans le temps, ils disaient, faut pas que tu aies des gros muscles, faut que tu fasses ça, puis ça. Il faut que ça soit comme un arc, le geste que tu fais, puis il faut que tu ailles porter ta balle. Alors aujourd'hui, ils vont en puissance en plus. Oui. Jean-Guy Noël, merci beaucoup de partager votre expérience baseball. Vous avez joué 2 ans dans l'organisation des Dodgers de Los Angeles. Et comme plusieurs Québécois de cette époque-là, vous avez pavé la voie à tous ceux qui ont suivi par la suite. Là. En tout cas, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps comment je dirais donc, que je pensais à m'exprimer, mais je faisais toujours ça en party avec les amis. Je lançais mes anecdotes et tout ça. C'était bien agréable. Merci beaucoup. Merci.